Merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir pour l'avant-première du film Il n'y a pas d'ombre dans le désert, le nouveau film de Yoshi. Pardon, je suis ému en fait parce que j'ai vu le film ce matin et c'est un film extrêmement touchant qui mélange l'histoire de la Shoah et une histoire d'amour et voilà, c'est très touchant. Je ne vous en dis pas plus parce que vous allez découvrir et j'invite le réalisateur à me rejoindre, Yoshi. Si vous voulez, vous pouvez l'applaudir. On va dire quelques mots parce que, comme vous le savez, on se retrouvera à la fin de la projection pour une rencontre et un débat. Yoshi, vous vouliez nous dire peut-être un petit mot avant de... Merci d'être venu. Merci Jérôme pour nous accueillir. Et le film de Lausanne, je sais que grâce à eux, on est là. Ça veut dire, vous êtes si nombreux. Et voilà, on se voit après. Merci. Et ben voilà, on se voit après. Et c'est donc Madalina Mertagenou-Joubert, qui est professeure de l'Université aux études juives, qui nous retrouvera à la fin pour animer ce débat. Merci à vous, et on se retrouve dans 1h46. À tout à l'heure. Ah, Yossi. Yona Rosenkier, qui est l'acteur du film. Alors, celui-ci fonctionne. Et aussi, je donne un micro. Et donc, ils sont accompagnés de Madalina qui va animer ce débat. Je vous laisse aussi un micro, Madalina. Attention, hop, si vous voulez vous asseoir. Et moi, je passerai dans la salle avec ce micro, si vous avez des questions. Merci à ceux qui sont restés. Merci au réalisateur et à l'acteur principal de nous faire l'honneur d'être présent lors de cette avant-première. Donc, et merci au film de Lausanne de m'avoir proposé d'animer cette avant-première. Donc, alors le format tel qu'il m'a été indiqué, c'est que je vais vous interroger pendant une vingtaine de minutes à peu près, et puis ensuite on passera le micro parmi vous. Donc, vous aurez la possibilité de poser quelques questions pendant une quinzaine de minutes à peu près. Donc voilà, il n'y a pas d'ombre dans le désert. Je dirais que pour ma part, c'est un film assez mystérieux. Et donc on va peut-être essayer de mettre un peu plus, enlever un peu de ce mystère. Donc permettez-moi de commencer juste par dire ce qui m'évoque à première, comme ça, la première et la deuxième fois que je regarde ce film. Il m'évoque un passage que vous devez, si je dis Midrash, certains vont connaître, donc un passage de littérature juive médiévale qui compare le monde, et plus précisément le rapport de l'homme au monde, à un massif de roseaux, dans lequel personne ne peut pénétrer, car quiconque y pénètre s'égare. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là un homme intelligent? Il va couper les roseaux, il va couper continuellement les roseaux, ce qui lui permet de s'enfoncer dans ce massif et d'entrer et de sortir par les clairières. Donc, c'est la première image que m'évoque ce film. Vous plantez des jalons, des signes que nous devons déchiffrer et cheminer avec vous vers la compréhension des personnages et de nous-mêmes. Entre traces de nos souvenirs et ombres, celles qui subsistent et celles qui se dissipent, nous tâtonnons avec les personnages. La première question que j'aimerais vous poser, ça s'adresse aux deux. On aura peut-être la réponse du réalisateur et la réponse de l'acteur. Donc la première question que j'aimerais vous poser est un peu une provocation.
est-ce que vraiment il n'y a pas d'ombre dans le désert? C'est-à-dire, la poussière, celle que voit Anna autour d'elle, et la nuit, celle que traverse Anna et Ori, semblent nous indiquer le contraire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous aider à trouver notre chemin dans ce que j'ai appelé ce que j'appellerais moi une forêt de signes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce désert? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'ombre dans le désert? J'ai rien compris. Il y a de l'ombre dans le désert. Physiquement ou... Je pense que non, parce que quand on fait la pause de journée, on cherche toujours quand même de l'ombre, parce que quand on fait des randonnées. La productrice d'ailleurs est là, je ne veux pas trop dire de bêtises. C'est elle, le film du poisson. C'est entre guillemets, juste parce que les films appartiennent pas voilà, comme nous. Alors vraiment, je ne suis pas sûr que je comprends la question. D'accord. Alors, bon, je vais essayer peut-être de reformuler. Est-ce que, bon, en lisant, disons, le dossier de presse et donc la question qui se pose, est-ce que Anna et Ori vont tout comprendre l'un de l'autre? Est-ce que dans le désert, tout va s'éclairer? Et ma question est, est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce qu'on trouve la vérité ultime? Est-ce qu'ils trouvent leur chemin? Ou est-ce qu'on chemine finalement dans la poussière? Est-ce qu'on arrive? Pour moi, oui, ils vont trouver le chemin, oui. Il vient à Paris et dans le désert, d'une certaine façon, il se libère des ombres, quoi, du passé, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est un épine. Après, est-ce que ça se passe vraiment ou pas? Est-ce qu'il y a toujours de la poussière? Je pense que c'est pas si important. Le fait qu'il vient, c'est ça qui est important, même si c'est dans l'imaginaire. Il faut garder le mystère. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a, vous avez une autre... Non, moi j'aime bien écouter aussi. Pardon? Non, moi déjà, c'est la première fois que j'ai vu ce film aujourd'hui. Alors, je suis encore sous l'effet. Parce que c'est comme le scénario, mais c'est pas comme le scénario. Et donc, j'y pense encore à ce que j'ai vu, mais pour moi, c'est une histoire de mémoire et d'invention. Et pour moi, c'est un film qui parle de ce procès. Est-ce que la mère se souvient? C'est quoi un souvenir? Et aussi dans le livre, quand tu lis un livre, est-ce que c'est aussi la vérité ou pas? Parce que tu es dans le livre et tu tombes amoureux de quelqu'un. Et c'est aussi une vérité. Et c'est pour ça donc moi je suis encore sous l'effet. Le fait aussi que j'ai vu que derrière mon crâne, je commence à perdre les cheveux. Ça m'énerve. Et ça, c'est entre moi et Yossi. On aura une autre discussion après. J'ai vraiment adoré le film, non? Mais ça, je vais te le dire après, de toute façon. Oui, effectivement, le film est sur le souvenir, sur la trace. Alors, je suis désolée peut-être d'insister, mais est-ce qu'il faut... est-ce qu'il faut se souvenir ou est-ce qu'il faut refuser le souvenir? Les personnages, chacun de vos personnages a une position différente sur la question du souvenir, la question de la trace, de ce qui reste. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous vous identifiez à l'un ou l'autre des personnages, dans ce sens où est-ce qu'il faut plutôt se souvenir, est-ce qu'il faut témoigner à tout prix, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout, au contraire, tourner la tête, oublier, et est-ce que vous vous identifiez à une de ces possibilités? Je vais essayer de répondre peut-être.
je pense qu'il y a deux choses dans le film. Il y a les souvenirs ou le passé et il y a l'imaginaire. Les passés, en ce qui concerne la Shoah, évidemment qu'il faut pas... Il faut se souvenir, et je pense que les deux personnages, même si Ori il dit qu'il faut oublier les mots, ou il avait la raison sur ton père, lui aussi, il est un peu chassé par l'amour, et voilà, ça c'est d'un côté. Et l'imaginaire, c'est une autre chose, ça veut dire, pour moi, les deux personnages, par rapport au passé, ça veut dire, le film, pour moi, il parle plutôt de l'imaginaire que des souvenirs. Parce qu'étant donné que ce n'était pas elle, ce n'est pas un souvenir, ni d'Ori, ni d'elle. Après, Ori, il plonge dans l'imaginaire. Et d'une certaine façon, elle accepte de participer à cette aventure. Et voilà, et à la fin, bon, à la fin, il vient ou il ne vient pas. On ne sait toujours pas. Non, mais à ton avis. Ah. Ça veut dire que ça se passe vraiment ou pas? Alors justement, je ne sais pas. Je crois qu'on reste dans ce je ne sais pas. Après, pour moi, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas si important parce que l'imaginaire là, il est beau. C'est ça qui est beau, quoi. Et on respecte l'imaginaire. Oui. Disons. D'accord. Pourquoi ce choix de dessin animé, d'introduire le langage du dessin animé? Qu'est-ce qui apporte cette parenthèse ou au contraire, cet accent mis sur... Très simplement, je cherchais une manière de faire vivre les passés d'une manière plus vivante. Au début, je pensais d'utiliser des vieux extraits de films de Valeria. J'ai beaucoup regardé, je n'ai pas trouvé vraiment. Et puis il y avait l'idée de l'animation. Et en fait, là aussi, on ne savait pas, est-ce que l'animation rend les choses plus vraies ou moins vraies? Mais ce que moi, je pense que, j'espère que ça marche bien, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on lit un livre. Ça veut dire, c'est Sariel, l'animateur, qui a proposé cette brume, cette sorte de brouillard qu'il y a tout le temps, et les traits qui sont autour du personnage. J'espère que ça les fait. Après, chacun. Très bien. Et là, voilà. Non, allez-y. Non, rien. Outre les personnages principaux, disons Anna, Ori, mère, père. D'ailleurs, je me demande pourquoi le film est clairement constitué dans une opposition mère-père, elle, lui, se souvenir oublié. Pourquoi ce besoin d'avoir finalement deux intrigues? Pourquoi l'imaginaire ne suffisait pas? Pourquoi on avait besoin justement de se souvenir de la Shoah et d'un procès? En fait, je te dis la vérité. Moi, j'ai écrit un scénario sur quelqu'un qui habite dans le désert et qui kidnappe une comédienne française qui arrive à Jérusalem. C'était n'importe quoi. C'était quand j'avais 19 ans. Et puis, j'ai proposé cette idée à elle. Ça veut dire, j'ai raconté cette idée à elle. Elle m'a dit, parce que, en sachant que c'est presque une blague, mais elle m'a dit, c'est pas mal. Et on l'a proposé à Valérie, et c'est Valérie qui a amené les procès. L'idée du procès. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais pendant 10 ans, on a travaillé pour disons, faire vivre les deux ensemble. Mais je ne vais pas dire pourquoi on a choisi. Voilà. D'accord. Yona, je vais poser une question à propos du crâne. Ouais. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce... Vous allez me trouver encore hors champ, hors propos, mais quand même, ce crâne avec sa dent, donc le détail qui fait la différence, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous évoque, comment vous interprétez ce crâne dans ce...
La vérité, c'est que c'était un crâne assez dégueulasse. C'était non, de le tenir, c'est pas, c'est la scène romantique qui va arriver maintenant, et donc et tu tiens un crâne. Donc pour moi, c'était un peu bizarre, mais je sais pas. Moi, je comprends très bien. Oh, c'est un crâne. Il a vu cette chose. C'est dans un pays où quand on trouve comment c'est possible qu'on trouve un crâne, personne ne le cherche. Et pour lui, pour Ori, ça l'anime, ça ne le laisse pas tranquille. Comment c'est possible qu'une telle chose se passe? Et c'est, je sais pas, moi je le comprends très bien, Ori. En fait, même jusqu'à la fin du film, enfin, j'ai pas lu la fin du scénario parce que avant le tournage, j'avais peur de, si je vais savoir la vérité, que si elles se sont connues ou pas, ça va être difficile pour moi de jouer. Donc j'ai juste lu jusqu'à la page 75, quelque chose comme ça, avant cette scène. Non, vraiment, pour ne pas savoir, parce que sinon c'est trop difficile de jouer quelqu'un qui ne croit pas. Et j'ai toujours dit à Yossi, ne me dis pas la vérité, juste à la fin. À la fin, il faut que je lise. Parce que moi, j'étais sûr pendant tout le film que c'est moi qui vais avoir raison, puis c'est elle qui est en train de mentir. Et puis le week-end avant la dernière étape du tournage, j'ai lu, j'ai dit, ah putain, peut-être j'aurais dû lire tout le scénario, j'aurais joué un peu plus différent. Mais j'étais sûr que j'avais raison. J'étais sûr que je l'avais vu. Pour moi, c'était très clair. Pour revenir à ton autre question et le squelette. Le squelette, c'est une histoire vraie. Moi, je trouvais vraiment un squelette dans le désert. C'est à peu près la même histoire. Et quand j'ai raconté à Valérie, elle m'a dit, mais ça doit être dans le film. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ça doit être dans le film. C'est comme ça qu'elle travaillait. On ne sait pas au début, ça veut dire. D'accord, on ne sait pas. Non, et certaines choses, c'est pas à moi d'expliquer. Ça veut dire, je pense que c'est un peu. D'accord. Alors, je vais vous dire, moi, à quoi je pensais. Moi, je pensais tout de suite à Hamlet. J'ai tout de suite pensé à être ou ne pas être. Avec le crâne, ça fait la scène parfaite. Je ne sais pas si c'était s'il y avait l'intention de départ ou pas du tout. On est complètement. Parce que finalement, on arrive à se. Alors, on ne sait peut-être pas pourquoi on écrit un scénario, comment on l'écrit. Moi, je vais vous dire, celui qui le reçoit, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit du souvenir, de l'imaginaire certes, mais ça fait partie, l'imaginaire et le souvenir sont liés, et que c'est finalement lié à la vérité, puisqu'on a un procès, et puis à la fin, Ori lui dit, mais c'est toi qui refuses de dire la vérité. Donc il y a une question très, très urgente, la vérité, connaître, savoir, au contraire laisser de côté. Donc voilà un petit peu ce à quoi, bon, on verra, les spectateurs ont peut-être d'autres pistes d'interprétation, mais en tout cas voilà, d'un je sais pas, et je sais pas pourquoi, voilà, on arrive à Hamlet, je sais pas ça. Je vais relire Hamlet. Très bien. Alors, avant de donner la parole à la salle, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il y avait une question que vous auriez aimé que je vous pose? Est-ce que j'ai loupé exactement ce que vous vouliez transmettre au public? Et non. Moi, je voudrais dire que l'accusé, c'est mon père. Ça, je trouve que c'est une réponse pour une question que vous n'avez pas posée. D'accord, ok, donc c'est très bien. Et du coup, on peut savoir pourquoi vous avez choisi votre père? Alors, la vraie raison, c'est l'argent. Parce qu'il n'était pas payé. Et il y avait, en fait, non. C'est pas du tout n'importe quoi. La productrice n'est pas d'accord, apparemment. On a deux versions. On verra qui
On a plusieurs versions, mais il y avait une chose technique, il fallait tourner l'extérieur du procès en Israël et l'intérieur du procès à Oman. Et le directeur du prod, il m'a dit, mais il faut peut-être les faire au même endroit, comme ça l'accusé ne doit pas voyager. Alors, je lui ai dit, ok, alors on met mon frère, mon père, comme ça, son salaire qui n'est pas payé, on peut le faire la scène. En fait, non, mais sérieusement, moi je ne savais pas si c'est une bonne idée, je montrais à... Et ils ont dit, oui, il est bien. Parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui aurait l'image d'un nazi, quoi. Donc, qui on va trouver ça? Et tout d'un coup, il sort, ouais, j'ai pensé à mon père. Moi, j'étais choquée, on dit, wow. Oui, mon frère m'a dit que je suis pervers. Non, mais on a tous pensé qu'il y a vraiment un vrai problème. Mais après, on a reçu la photo et on s'est dit, il y a un truc fort dans l'image, dans le visage de ton père, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très humain dans son image, et dans ses yeux, tout ça, sans être non plus un agneau trop doux et tout. Et on trouvait que c'était intéressant, qu'il était intense. Et justement, on s'est dit, voilà, c'est en dehors qu'il soit ton père et tout, l'image qu'il donne, son physique, on trouvait qu'il était intéressant, quoi. Il y en a une question à laquelle vous aimeriez... Non? Vous n'avez pas envisagé les questions possibles? Pas trop. Pas trop. Je suis encore sous le choc du film. C'est la vérité. Je viens juste de le voir maintenant. J'essaie de mettre mes idées en ordre. On va peut-être donner la parole à la salle. Oui, bonsoir. Au sujet du procès, comment vous expliquez le choix d'avoir un supposé nazi vivant en Israël? Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça? En fait, j'ai lu, je ne sais pas si c'était pas longtemps avant qu'on a commencé à écrire le scénario, j'ai lu un article, parce que c'est plutôt les Allemands qui cherchent aujourd'hui les nazis, pas les Israéliens. Et il y a une liste des gens qui sont toujours là. Il y avait un article qui a dit, parmi ces gens, dans cette liste, il y a un qui se cachait en Israël. Et moi, évidemment, j'étais très intrigué par cette histoire parce que c'est un peu c'est intriguant. Je n'ai pas suivi, c'est-à-dire je ne sais pas la suite. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais ça, c'était un peu l'origine de cette idée. Et sinon, les procès, j'ai beaucoup regardé les procès de Mianouk ou de Mjanjouk, qui était en Israël à 87. Et ça veut dire, j'ai un peu volé les scènes, parce que c'était un procès intéressant par rapport au fait que c'était pas, disons, par rapport au procès Eichmann, où on savait qu'il est coupable et le but c'était un peu de raconter les histoires. Ici, c'est devenu un procès technique. On a parlé des documents, des agrafes, etc. Mais voilà, quand même, c'était un peu l'inspiration. Bonsoir et bravo pour le film, du coup. Moi, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi Valéria Brigdelski comme actrice principale et comment ça a été de travailler avec elle, du coup. Valéria, je l'ai connue parce qu'on m'avait proposé, je lui proposé un rôle dans mon premier film qu'elle ne pouvait pas faire, mais elle a lu le scénario, on a devenu un peu amis. Et quand elle a dit qu'elle ne peut pas faire le premier film, elle m'a dit si tu écris un autre scénario, je vais y jouer. Ça veut dire d'abord, elle a été choisie, après j'ai écrit le scénario. C'est pas... Travailler avec elle, c'est fascinant. Ça veut dire, elle amène tellement de choses, elle propose tellement de choses. Moi, je pense que mon rôle était juste parfois de dire un peu plus, un peu moins, mais elle amène tellement de choses d'elle. C'était vraiment magnifique
travailler avec une actrice. En plus, je pense qu'il n'y a, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens qui peuvent faire ce rôle où elle a à la fois une écrivaine parisienne établie, et à la fois elle est fragile, romantique, et trop romantique, elle participe à cette histoire. Et il va beaucoup aider avec Valéria aussi. Parce que, si tu veux dire un mot sur le travail avec Valéria. Oui. Non, mais moi, pour moi, c'était un. Déjà, je l'avais connu comme. Elle est un peu plus âgée que moi, donc je l'avais connue quand j'étais adolescent. Et donc, tu travailles tout d'un coup avec quelqu'un que tu admires. Et en plus, la chose qui est très drôle avec elle, c'est qu'elle fait chaque prise différente. Et elle amène une énergie folle. Et moi, mon caractère, il est un peu endormi des fois. Et donc, à un certain moment, tu dis, attends, elle fait la scène maintenant ou... Et puis tout d'un coup, tu dis, ah merde, c'est à mon tour de parler. Ah, je savais qu'il fallait que je travaille un peu plus de texte. Mais parce qu'elle est vraiment forte et tu oublies le fait qu'elle joue. Et elle est vraiment incroyable. Et donc, c'était vraiment une école de jeu. Et elle peut être aussi très énervée aussi des fois. Mais c'était vraiment un vrai plaisir de travailler avec elle. On a passé énormément d'heures ensemble dans la voiture en attendant que les choses avancent. Elle m'avait raconté des histoires incroyables sur sa famille, sur elle. Donc c'est quelqu'un de très ouvert, de très très gentil. Et c'était vraiment une aventure, une vraie aventure. On a fait, pour la gifle, on a fait 12 prises. Et Valéria, quand elle donne une gifle, c'est... Oui. Non, elle a vraiment cogné, hein. Alors moi, j'ai compris le film d'une façon un peu différente, et ça m'a beaucoup plu. Déjà, votre film me plaît beaucoup. En fait, c'est pour moi le paradoxe avec le procès, la Shoah, donc tout ce que ce malheur, tout ce que cette période a amené, avec les deux représentants, le père et la mère, qui sont prêts à témoigner d'un côté. Et j'ai compris que les enfants étaient paumés, portaient ce poids de la Shoah, et que c'est grâce à l'imaginaire et à l'amour qu'ils vont trouver dans ce livre ou dans cette histoire, ça c'est vrai que ça n'a pas de sens, qui va peut-être les sauver de ce poids de la Shoah. Moi je l'ai compris comme ça le film. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est à travers cette période sombre, comment on peut sortir de cette folie, puisque comme vous l'avez dit, Primo Levi, qui s'est suicidé parce qu'il n'a pas réussi à s'en sortir, et d'autres, comment on peut sortir de ce problème, enfin plus que ce problème, de cette tragédie, ce massacre. Et moi, ce qui m'intéresse justement par rapport à ça, c'est comment on peut peut-être essayer de véhiculer cette idée-là, pour qu'il y ait vraiment une résilience, et comment on peut sortir à un moment où justement on est quand même encore en plein dans un... on va pas reparler de ce qui se passe en Israël, mais voilà. Et moi je l'ai plutôt compris comme ça, et c'est ça que je trouve qui élève le film et qui permet de faire ce paradoxe. Merci beaucoup. Elle a compris le film mieux que nous. Non, mais ça, c'est ça. J'ai rien à ajouter. Les liens avec l'Israël aujourd'hui, ça me dépasse. Ça veut dire c'est un peu tôt pour moi, mais ça c'est une autre soirée. Oui, bonsoir. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Madame, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai compris. Il y a un film en ce moment qui sort, qui s'appelle Une vie, avec Anthony Hopkins, qui est autour de la Shoah. Et un autre film, je trouve extrêmement important depuis ce qui se passe depuis le 7 octobre, que l'on n'oublie pas les 6 millions de Juifs qui ont disparu dans les camps. Et moi j'ai envie de revenir sur le squelette. Alors bon, Valéria Bruni-Tedeschi n'est pas là, donc je ne sais pas très bien pourquoi elle tenait absolument à ce qu'il y ait ce squelette dans le désert. Moi j'ai pensé, oui, comme Madame à Hamlet, oui, mais également justement tous ces morts sans sépulture, tous ces corps qui ont disparu en fumée, dont il n'y a eu aucune trace, donc aucune sépulture, et c'est plus difficile de faire le deuil quand il n'y a pas de corps.
Et j'ai pensé également au Rwanda, au génocide des Tutsis, et toutes ces corps qu'on a essayé qu'on a retrouvés, qu'on a analysés, qu'on a étudiés, dont on a voulu essayer de retrouver l'identité pour pouvoir justement leur donner une sépulture. Et je trouve, voilà, je ne sais pas pourquoi elle tenait au squelette, mais moi je l'ai trouvée tout à fait à sa place dans ce film. Et dans un désert, comment peut-on laisser un corps, un être vivant, disparaître sans se poser la question de qui était cet homme ou cette femme? Oui, oui, tout à fait. Vous venez dans toutes les positions, vous. Juste pour compléter l'histoire du squelette, moi j'ai trouvé que justement le fait de lui donner une dent, ça l'humanisait finalement, parce que ça veut dire que quelque part, on peut remonter à qui il était, et c'est pas un squelette sans dents justement. C'est un être humain. En fait, c'était les vrais crans qu'on a utilisés. Ça, c'est une question morale. Une autre question morale, mais j'ai appelé Yona avant toi, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord qu'on utilise, parce que c'est quand même lui qui doit la porter. Et on a hésité un peu, mais est-ce qu'on lui donne des nouvelles vies ou pas, ou est-ce que c'est moral ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Vous avez plein d'idées pour votre prochaine avant-première. Peut-être une dernière question. Ouais. Bonsoir. Est-ce que ce film est déjà sorti ailleurs qu'en France? Je pense à Israël. Et si c'est le cas, comment il est perçu justement par le public israélien? Non, il n'est pas sorti. Il a été projeté une fois au festival de Haïfa. Je crois qu'il va sortir dans quelques mois. On verra maintenant. On ne sait pas trop. À votre avis, la perception en France et en Israël, je pense qu'elle ne sera pas la même, parce qu'il y a une sorte, surtout d'actualité, une sensibilité. Et je suis curieux. Ça veut dire, je pense que d'une certaine manière, peut-être pour les Israéliens, ça sera plus difficile d'accepter l'histoire du procès. Ça veut dire, à la fois, c'est plus proche à nous, et à la fois, peut-être, ça sera moins crédible ou moins acceptable. Mais je ne sais pas. Mon premier film a été vu en Israël par 970 personnes. Alors j'espère qu'on va dépasser les 1000 personnes. Non, mais vraiment, c'est difficile à dire. Et vous ne l'avez pas fait à l'attention du public israélien. Vous n'avez pas eu ça. C'est plutôt le public français que vous avez. Oui, c'est plutôt une question technique. Il sort d'abord en France et après il va sortir en Israël. Après, bon, ces derniers mois, on a presque honte de parler de cinéma en Israël. Ça veut dire déjà, je suis là, c'est un sentiment un peu étrange de partir comme ça, présenter ton film quand il y a la guerre. Et d'ailleurs, je veux juste rajouter un point. Moi, je l'ai compris aussi comme ça, mais je ne sais pas. L'accusé qui meurt à l'hôpital, pour moi, c'est sa petite fille. Oui, le personnage de la petite fille, effectivement. Oui. Elle supportait pas en fait que son grand-père avait tout ce passé. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a encore un lien toujours avec la Shoah et qu'elle n'a pas supporté cette douleur et elle a préféré le tuer elle-même. Oui, soit elle a trop de pitié pour lui. Mais les deux sont possibles.
Oui. Moi, je voudrais vous poser une question beaucoup plus technique, plus terre à terre. Vos scènes de désert sont-elles tournées dans le Negev? Oui. D'accord. C'est tout. Non. J'étais surpris d'ailleurs pour ces scènes-là qu'on n'entende jamais un bruit, jamais rien, pas de mouvement. C'est incroyable. Je sais pas, vous avez pu trouver dans le désert des endroits pareils pour filmer. La question, pour moi, c'est presque le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de problèmes de son parce qu'il y a des avions de chasse, mais... On les entend pas. Hein. Ouais. On entend... Venez voir le film une deuxième fois, ça c'est déjà pas mal. La scène où il fait son aveu au-dessus de l'arbre, il y a pas mal des avions de chasse, il y a beaucoup de vent, et qui n'est pas pour les techniciens de service de l'ingénierie de son, c'est toujours très compliqué. Après, c'était beaucoup de travail de trouver les bons endroits dans les Negev, parce que je voudrais vraiment que ce soit des endroits qui sont beaux et Et il faut savoir que le Negev, c'est pas facile parce que soit on a un parc national, soit c'est l'armée. Ça veut dire 85% du Negev, il appartient en fait à l'armée. Alors il faut naviguer entre l'armée, les parcs nationaux, ne pas trop éloigner de la route. Voilà. Alors moi, je trouvais qu'il y avait un problème, c'est que... Oh, un problème. Un problème parce que eux, ils étaient hyper couverts avec leur couverture, leur châle, et quand ils rencontrent les deux policiers, ils sont manches courtes et au même moment. Mais combien de temps vous avez passé dans le désert israélien? Parce que, non, c'est pas pour vous, c'est pas du tout pour vous moquer de vous, mais ça change tout le temps. Oui, mais à un moment, ils sont vraiment... Ils se rencontrent, les hommes très couverts, les autres... Non, mais c'est une boutade, mais ça m'a fait rire. On va clore. Je pense qu'on va arrêter. Il y a encore une question? Juste un mot. En réalité, vous dire comment je vois le film. En réalité, j'ai l'impression que finalement, c'est un rêve qui fait que elle est chargée du poids de ce qu'a vécu son père. Et c'est une manière, finalement, c'est tout un rêve. Elle arrive à se débarrasser du poids de ce qu'a vécu son père par ce rêve. Et quand elle se réveille, elle retrouve le sourire. Super. Et elle est contente. Il y a une personne pour une dernière question. Ça, c'est le vrai problème. Et ça, moi, ça m'a beaucoup dérangé. Et il y avait, dans les versions précédentes, il y avait une scène où on a compris qu'ils sont arrêtés de manger. Mais c'était voilà, on l'a jeté. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais c'est vrai. Après, l'amour, on n'a pas faim. Bonsoir. J'ai une dernière question. Alors, on a beaucoup parlé, merci pour le film, on a beaucoup parlé de mémoire, d'histoire, etc. Mais c'est quand même un film de cinéma. Je trouve qu'il y a un travail assez soigné sur la lumière, l'image, notamment dans le désert. Alors, comme on ne vous connaît pas très bien en France, je me demandais qui étaient vos références en matière de cinéma, quels sont les cinéastes qui vous ont marqué pour faire ce genre de film qui est un peu plus onirique qu'un film classique de cinéma français. C'est un bon question. Et je ne peux pas dire que j'ai une inspiration cinéma. Moi, j'ai appris, c'est-à-dire j'étais un étudiant de cinéma où c'était toujours Antonioni et la Nouvelle Vague, etc. Alors, je viens de là-bas. Disons que visuellement, mon maître, c'était Antonioni. Après,
Et après, voilà, il y a des petites références. Si vous venez aussi voir le film une fois, vous allez trouver des références à Hiroshima, Mon Amour, à d'autres films, mais tout petit. Non, mais. Et. Bon, quoi, je ne sais pas comment répondre. Ça veut dire Sofia Antonioni qui vient dans ma tête, et peut-être il est un peu l'origine de mon. Ça veut dire pour moi, c'est les maîtres, mais. Il y a Merci beaucoup de beaucoup. questions. Merci beaucoup. Merci Yossi. Merci Léna. Le film sort mercredi. Ici. Vous pourrez venir le revoir ici et en parler à vos amis. Et voilà. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venus. Merci beaucoup.